Bonjour et bienvenue sur Nostro Milan, l'émission by Milan Actu sur l'actualité du plus grand club d'Italie. Je suis en compagnie de Yann, toujours, de Marco et de Adri pour continuer ce magnifique conseil de classe. Vous avez pu voir le premier épisode. Voilà, on s'attaque maintenant à la crème de la crème, les meilleurs Milanais de cette saison. On va aborder les 12 premiers de ce classement. Et on va commencer avec Diogo Dalot, 12e. Avec 13,2 de moyenne. Yann, tu peux nous en parler? Diogo Dalot, c'est un joueur très intéressant qui a commencé sur les chapeaux de roue. Moi, il me semble, un des premiers matchs, on l'a vu, c'était en Europa League face au Sparta, si je ne me trompe pas, où il fait un match incroyable, où il marque un but, il fait même une passe décisive. Il est aligné sur le côté gauche où il fait des ravages à la place de Théo. Donc, pour moi, c'est comme ça que je le retiens. Après, il y a eu une période un peu creuse où je le trouvais un peu limité techniquement dans certains gestes faciles comme des contrôles où je ne le trouvais pas incroyable. Et finalement, dans le rush final, je l'ai trouvé quand même toujours très important. Il avait toujours son rôle à jouer. Donc, c'est un joueur qui m'a plutôt satisfait cette saison. Ce qui est incroyable chez lui, c'est sa polyvalence de pouvoir jouer. Il a joué 36% de ses matchs sur le couloir gauche et 49% sur le couloir droit. Donc, c'est quelque chose de très intéressant d'avoir un joueur comme ça qui peut s'adapter aux deux couloirs, qui peut pallier tant l'absence d'un Calabria à droite que de Théo à gauche. Moi, je trouve ça incroyable. Il nous arrive en prêt de Manchester, c'est peut-être important de le dire. Il va très certainement retourner là-bas. On ne sait pas vraiment est-ce qu'il va retourner, est-ce qu'il va rester chez nous, est-ce qu'on va le prolonger. Mais en tout cas, c'est un joueur qui met deux buts importants. Il met aussi un but en championnat face à l'Hellas lors du 2-0 chez nous où on bat l'Hellas Vérone. Et c'est un joueur pour moi qui était très intéressant, qui a joué quand même 33 matchs, ce qui n'est pas à négliger, et qui a plus ou moins toujours répondu présent. Donc pour moi, il mérite sa note, il mérite le positionnement qu'il a. Donc félicitations, Diogo. Il finit très bien la saison, hein, Diogo Dalot. Il a eu une longue période à vide quand même, où il rentrait très mal, surtout sur le couloir droit, où il était vraiment désorienté, on avait l'impression. Il y avait un peu cette espèce de débat entre lui et lui-même, en ne sachant pas si c'était vraiment à gauche qui était le meilleur ou à droite. Et finalement, il finit très bien la saison, comme tu l'as dit. Il fait un très beau marathon final. Et finalement, il se retrouve 12e quand même avec cette magnifique fin de saison. Tout comme le numéro 11, Brahim Diaz, qui lui aussi finit avec 13,2 de moyenne. Lui aussi a bombardé en fin de saison après avoir connu une grosse période à vide, hein. Il y a un moment où je pense qu'il n'était plus du tout dans les conversations pour euh, prolonger ou voir lever son option d'achat qu'il avait. Euh, Adri, parle-nous de Diaz. Est-ce que pour toi, 13,2, on s'est un peu enflammé parce qu'on a donné ces notes quelques semaines, quelques jours après la fin de saison époustouflante, mais est-ce qu'avec du recul, est-ce que c'est plutôt mérité un Brahim Diaz devant un Cancelo par exemple? Ouais, pour moi, c'est mérité. Alors, c'est vrai qu'il a eu ce long passage à vide, vraiment comme Dalot, hein. Les deux ont vraiment très, très bien commencé la saison. Mi-saison, c'était plus compliqué, puis les deux ont très, très bien fini la saison. Donc, non, non, 13,2 pour dire, je trouve ça mérité, surtout quand on voit sa grosse fin de saison, où il plante un but magnifique face à la Juve, face au Torino la semaine d'après, il te colle un but, il te fait une passe décisive. Il a été énormément utilisé par Pioli, hein, Brahim Diaz, 39 fois. Il a joué 39 matchs. Il a été très, très peu absent, seulement 5 matchs loupés pour cause de blessure. Et il y a seulement 9 matchs où il n'a juste pas été utilisé par Pioli, où il est resté sur le banc. Mais c'est vrai qu'il a des qualités aussi, hein, le jeune Espagnol, surtout dans les petits passages où là, il n'y a pas beaucoup de place, justement, de par ses appuis, le fait qu'il soit petit, agile, très intéressant dans les petits espaces rapide. Et puis voilà, il est aussi polyvalent dans ce joueur-là. Il peut jouer à gauche, à droite, même si son poste de prédilection, c'est plus derrière le ou les attaquants. Là, Milan négocie actuellement un prêt avec option d'achat de 20 millions, ce qui me paraît plutôt raisonnable. Il finit bien la saison, il est acclimaté déjà au groupe, au vestiaire. Donc, si jamais Milan arrive à le garder pour la saison prochaine, je suis sûr moi, qu'il continuera sur sa belle lancée parce qu'il nous a montré de très belles choses, surtout en fin de saison. Il finit quand même avec 7 buts et 4 passes Ouais. décisives sa saison, décisive toutes les 169 minutes.
Donc voilà, c'est que, un peu plus d'un match sur deux, un peu moins d'un match sur trois. C'est quand même voilà, une belle saison. Comme tu dis, il a très bien fini et lui aussi, il mérite un peu cette belle note. Et il est à l'entrée du top 10. Première place de ce top 10, il s'agit d'Ante Rebic avec 13,9 de moyenne. Il est à rien du tout de la mention bien. Marco, la saison de Rebic, elle est comment? Alors, Ante, c'est toujours délicat d'aborder ses performances et sa saison parce que c'est encore une fois un joueur qui est en dents de scie. On a l'impression que parfois Ante débranche le cerveau et on a un match catastrophique de sa part. Mais à côté de ça, on a des belles prestations, hein, à l'image de son match contre la Juve où il met une sublime frappe sous la lucarne, il va nettoyer les quelques toiles d'araignée qui restaient dans le coin. Donc voilà, Rebic est toujours un joueur difficile à juger, surtout quand on part du principe qu'il ne se réveille qu'à la deuxième partie de saison. C'est l'homme du printemps, il s'endort en hiver et on ne sait pas pourquoi. Voilà, quand le soleil commence à revenir, monsieur se réveille. C'est un joueur qui, mine de rien, dans nos ailiers et notre attaque, en fait, un des meilleurs rendements vis-à-vis des buts qu'on a marqués. Il a 24%, il est à l'origine ou a participé à 24% des buts qu'on a inscrits en Serie A. Sur 33 matchs, c'est 11 buts et 9 passes décisives, ce qui fait qu'il marque un match sur 3, il fait une passe décisive quasiment avec le même ratio. Ça reste de très bonnes stats pour un attaquant. On sait qu'il a souvent été en ballottage, il y a eu souvent des débats avec les AO. Ça reste de profils extrêmement différents. Rebic, on est plus sur de la percussion. Il a besoin de jouer avec un réel pivot devant pour pouvoir exploiter à fond ses capacités. On sait que voilà, il est notamment en Serie A, il marque un but toutes les 188 minutes environ. Ça reste donc un joueur qui est prépondérant dans notre saison. Il a réellement une grande importance. Néanmoins, voilà, ses prestations, et c'est pour ça qu'il, selon moi, il n'a pas la mention bien, c'est son irrégularité lui porte défaut. Et malheureusement, c'est un joueur qui marche beaucoup à la confiance. Et je pense que voilà, cette saison est encore une fois l'allégorie même de ce qu'est son personnage. On l'a en contrat jusqu'en 2025. Pour moi, c'est une bonne chose. C'est un joueur qui, s'il reste sur cette lancée, pourra performer chez nous, surtout en retouchant en compétition européenne. Donc voilà, pour moi, c'est pas une note très déshonorable. À l'entrée de la mention bien, c'est dommage. On aurait juste voulu un peu plus de régularité. C'est une bonne note. Et puis une statistique que tu n'as pas annoncée, mais qui est aussi très impressionnante, c'est donc ces 11 buts, il les a marqués sur 22 frappes cadrées. Donc en fait, il marque 50%, enfin, 50% de ses frappes cadrées se concluent par un but, Rebic. Donc c'est quand même un sacré ratio pour le Croate. On passe ensuite, messieurs, à Ismaël Benasser, 14,4 sur 20. Il est neuvième de ce classement. Il n'a joué que 30 matchs, mais quand même inscrit 5 passes décisives. Alors, on avait fait ce conseil de classe pour résumer toute l'année 2020 et ce magnifique restart. Je crois que l'impact de Benasser en termes de statistiques était quasiment nul. On était à un Benasser, il me semble, à un but et 0 passe décisive, quelque chose comme ça, un peu comme Tonali cette saison. Là, c'est 5 passes décisives, Benasser, Yann. Benacer sous Pioli, pour moi, c'est une immense transformation, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez lors de ses débuts à Milan où j'étais parfois un peu sceptique en disant qu'il était un peu trop frêle, qu'il était pas prêt pour assumer un poste tout seul au milieu du terrain. Et puis, eh ben, sous Pioli, sous ce double pivot, Pioli a su prendre toutes les qualités de Benacer, qui est un joueur avec un centre de gravité très bas. C'est incroyable. Moi, ça m'impressionne toujours, ces changements de direction où il arrive à complètement mettre à mal le milieu de terrain adverse. Et cette complémentarité qu'il a avec Kessie, elle est juste parfaite. On a un Benacer très vif, très vif, très rapide, très bas dans ses appels, qui change de direction très souvent. Et on a la puissance de Kessie alliée à tout ça. Je trouve absolument génial. Je pense que Benacer, c'est une absence dont on a peut-être pas assez parlé cette saison parce que je pense qu'elle nous a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal au milieu du terrain. Je pense qu'avec Benacer toute la saison, on aurait pu grappiller un peu plus de points et peut-être moins se faire peur sur la fin avec ce finish de folie. Mais Benacer cette saison, bah oui, c'est pour les matchs qu'il joue. Moi, je le trouve excellent en début de saison. Il a sa longue blessure, il revient. On le sent encore un peu limité, hein. On sent que Pioli le force un peu pour pouvoir le faire jouer. Il joue pas forcément toujours les matchs en entier. Il est très souvent remplacé
aux alentours juste après la mi-temps ou en milieu de deuxième période. Donc, je pense que physiquement, il n'était pas encore totalement au top et ça s'est ressenti, je trouve, sur la deuxième partie de saison. Mais je reste convaincu des qualités du joueur. Il est incroyable au milieu du terrain et je me réjouis de voir l'évolution de ces jeunes joueurs parce qu'il faut rappeler qu'il est aussi jeune. Hein, Bennacer, Kessié, c'est de ces jeunes joueurs. Leur évolution, je pense que ça va être incroyable au milieu du terrain ces prochaines années si on continue avec ces deux personnages et notamment Bennacer qui pour moi mérite clairement sa note. Il aurait pu avoir une meilleure note, il aurait pu être un peu plus haut s'il n'avait pas été blessé autant longtemps. Ouais, c'est ça. 2,24 points par match en Serie A, quand il est sur le terrain. C'est le meilleur ratio de toute l'équipe pour Bennacer. C'est simple, quand il est là, Milan perd quasiment pas. Il a participé à seulement 3 défaites sur la dizaine de défaites qu'on a eues cette saison, peut-être même un peu plus. Adrit, c'est un joueur qui a été précieux quand il était là. On espère que ses blessures sont derrière lui, peut-être un peu aussi dû à l'enchaînement des 2 saisons où finalement l'équipe alignée par Pioli sur le restart a fait quasiment tous les matchs de la saison 2019-2020. C'était le même 11 qui tournait. On en a eu un peu moins à cause des blessures. Mais Ismaël Bennacer, comment tu juges sa saison, toi? Et surtout, qu'est-ce que tu en attends l'année prochaine? Moi, j'ai beaucoup aimé le Benacer de cette année. C'est vrai que moi, je trouve qu'il a progressé énormément sur le jeu long déjà. C'est vrai que plusieurs fois, on l'a vu faire des transversales ou changer d'aile en match. Et très, très souvent, ça faisait mouche à chaque fois. Même au niveau de la technique du joueur, en termes de dribble, de vista, pareil, je trouve qu'il a passé un petit palier aussi là-dessus. Moi, la seule chose que j'ai peur, c'est encore au niveau des blessures, parce que j'ai quand même l'impression que c'est un joueur qui est assez fragile. Pour le coup, sachant qu'il y a la CAN, où justement on va perdre un peu Bennacer là, pendant la CAN, justement, je parle de fragilité. Moi, j'ai peur qu'il entre guillemets, se crame un petit peu avec la CAN, parce que c'est des matchs quand même à bonne intensité quand même. Donc voilà, j'ai juste peur, moi, par rapport à ça. Mais c'est vrai que forcément, Bennacer, c'était une pièce maîtresse, comme Kessié dans le 4-2-3-1 de Pioli. C'est vrai que forcément, tu enlèves un Bennacer, tu as un petit déséquilibre au milieu de terrain. Ça aurait été la même chose pour Kessié, même pire à mon sens. Mais voilà, Bennacer, il termine bien la saison aussi. J'attends, comme beaucoup, je suis quasi sûr qu'il va faire de très très belles choses l'année prochaine. Je crois beaucoup en ce joueur en tout cas. 8e position, nous avons le Belge Alexis Selmakers. Et ça, je pense que si on compare à l'année dernière, ça doit être une des plus belles progressions sur une année. En tout cas, dans le jeu, même c'est un joueur qui a beaucoup progressé. Marco, 14,5, 3 buts, 7 passes décisives en 40 matchs. Il est très bon, mais c'est encore faiblard son rendement pour un attaquant, non? Qu'est-ce que je suis heureux de pouvoir juger un joueur avec une aussi haute place au classement. 14,5, c'est pour moi plus que mérité parce que Salmaker, c'est un mec qui, a 2 ans, personne ne connaissait. Aujourd'hui, il a 71% de titularisation en Serie A, alors que le mec est arrivé il y a 2 saisons d'Anderlecht, où quand son nom est arrivé, les gens ne comprenaient même pas d'où il venait. C'est un mec qui, déjà, ne serait-ce que sur le papier et d'un point de vue financier, a fait la plus grande progression en réalité. Il vaut actuellement dans les 18-20 millions. Il est arrivé, il en valait 3. On a vraiment une énorme progression financière qui est pour moi en fait la métaphore en fait de ce qu'il nous a proposé sur le terrain. Parce que certes, Saelmakers, et c'est son problème, c'est un rendement offensif très faible. Pour un ailier, on doit dire que c'est assez compliqué. 3 buts et 7 passes décisives, c'est trop peu. 9% de participation dans tous les buts en Serie A, c'est vraiment faible. Mais à côté de ça, dans le jeu, c'est quelqu'un qui m'a vraiment plu. Ça joue simple, ça joue vite et ça commence à s'améliorer avec le temps. Au début, on avait vraiment l'impression qu'il était timide, que le 1-2, il le faisait pour se débarrasser du ballon. Maintenant, chaque 1-2 va nous orienter vers une nouvelle attaque et je trouve qu'il a une meilleure capacité avec le temps à dribbler, à éliminer l'adversaire. Pour moi, c'est quelqu'un qui vraiment a une super progression sur cette année et c'est pour moi la raison de sa belle forme et de cette place au classement. Il a un bon style de jeu. Après, d'un point de vue mental, il se donne, c'est clair. Peut-être un peu trop. Attention aux excès d'engagement. On va éviter de prendre encore des deuxièmes jaunes inutiles et des rouges. Ça pourrait être quand même un axe de travail sur l'avenir. Mais voilà, pour moi, Saelmaker, c'est vraiment un joueur sur qui on peut compter pour l'avenir. Peut-être pas en tant que titulaire, parce que, comme on l'a dit, c'est un peu trop faible d'un point de vue financier pour se reposer uniquement sur lui en aile droite.
Mais en remplaçant ou en titulaire en devenir, ça peut être vraiment un atout pour les Rossoneri. Et donc voilà, pour moi, c'est une saison très bien réalisée, un contrat amplement rempli, et voilà, même une agréable surprise de la part du Belge. C'est un joueur dont on a très peu de visibilité sur le futur. On ne sait pas du tout quel est son plafond. Il a progressé vraiment cette saison. C'est à peu près au niveau auquel j'attendais en termes de son rendement max. Je ne dis pas statistique, mais sur le terrain. Voilà, là, on a un bon joueur de foot. J'ai aucune idée de si ça peut devenir un titulaire indiscutable en Belgique. Tu vois, par exemple, avec la sélection. C'est un joueur c'est très difficile de le juger encore aujourd'hui. Est-ce qu'il faut attendre une saison de plus en tant que titulaire, voir ce que ça donne un Salmaker sur la Ligue des Champions, quitte à, du coup, si on n'est pas satisfait, à choper quelqu'un à son poste au mois d'hiver, enfin en décembre ou en janvier, ou est-ce que c'est un joueur où on va finalement un peu faire deux pas en arrière en se disant, bah, même si tu as été très bon cette saison, tu as énormément progressé, on va un peu barricader ta progression en mettant quelqu'un d'autre devant toi. Faut voir le profil. Je pense qu'un Berardi qui se cantonne à Sassuolo, et on avait eu un peu cette discussion, je fais une mini aparté, mais avec les deux Paul, les Berardi, les joueurs comme ça qui sont dans des clubs où tout le collectif joue pour eux, bah souvent, ce n'est pas forcément des joueurs qui arrivent à se mettre dans un nouveau collectif où ils ne sont pas le leader technique. Et c'est un peu la question que je me pose avec Berardi. Alexis Salmakers a vraiment réussi à s'intégrer au groupe. C'est un mec précieux pour Calabria sur ce côté-là. Il s'entend très bien avec Zlatan aussi sur le terrain. Donc, moi, je serais d'avis de ne pas tout de suite lui mettre quelqu'un devant lui pour stopper sa progression. Plutôt trouver un mec à la place de Castillero ou même repositionner Aogué à droite et voir ce que ça vaut. Mais je laisserai quelques mois à Makers de voir ce que ça vaut en Ligue des Champions et ensuite on verra. Mais en tout cas, c'est une très belle saison pour l'attaquant belge. On va passer à un joueur, peut-être le seul qui a su tirer son épingle du jeu dans ce mercato hivernal de l'AC Milan. Il s'agit de Fikayo Tomori. Et là, on est sur un gap au-dessus. On vient de quitter Salmakers avec 14,5. Là, on est sur quasiment 16 de moyenne. 15,9 pour être précis pour l'anglais qui vient de signer aujourd'hui. Alors on tourne, voilà, son option vient d'être levée. Adri, parle-nous de cette demi-saison exceptionnelle de Fikayo Tomori. Alors justement, tu te dis un gap au-dessus, et c'est vrai qu'il a réalisé une mi-saison incroyable, l'anglais. Pourtant, c'est vrai qu'au début, je ne donnais pas très très cher de ce joueur, parce que voilà, il était très très peu utilisé par Chelsea. Il a été envoyé en prêt à Derby County, si je ne dis pas de bêtises, avant d'aller à Milan. C'est un joueur, honnêtement, je ne connaissais pas plus que ça. J'étais un peu sceptique quand je l'ai vu arriver, qu'il a pris la place du capitaine. Je me suis dit un peu, on va droit dans le mur. Et au final, c'est 22 matchs joués, 6 clean sheets. Des matchs où il a été très très important, comme par exemple face à Benevento, si je ne dis pas de bêtises, où il y a un double sauvetage avec Simon Kier. Je trouve que ça représente parfaitement sa mi-saison. Un mec qui se donne défensivement très très bon. On l'a vu très peu de fois dépasser dans les matchs. Alors oui, il y a eu quelques petites erreurs qui nous ont coûté des buts, pardon, des petites erreurs de placement, pardon, choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est un défenseur très intéressant, très rapide. Plusieurs fois, on l'a vu monter balle au pied sans souci jusqu'au milieu de terrain pour faire des relances, rejouer avec le milieu de terrain ou l'attaque. J'ai l'impression que c'est un défenseur voilà, qui se projette un peu plus vers l'avant par rapport à Kier, justement, qui est plus en retenue, mais ce qui n'est pas plus mal. Hein. Du coup, on a un équilibre avec les deux. C'est vrai qu'il est très impressionnant. Déjà, il en impose. Au niveau du jeu de tête, je trouve qu'il s'est même amélioré sur le petit laps de temps qu'il a eu en mi-saison. Je trouve que c'est un joueur très intéressant. C'est une bonne pioche, je pense, pour l'AC Milan de l'avoir acheté. Alors, c'est vrai que 28,5 millions, je trouve que c'est un peu cher. Après, voilà, c'est vrai qu'il a un bon rendement avec Milan. Je l'ai dit, 6 clean sheets. Sur l'échelle d'un Maguire, sur l'échelle du Maguire, quand 28 millions, tu t'en sors pas si mal quand tu sais que Maguire, est parti à 80 millions à Manchester United. Ça te laisse un peu juger. Ouais, mais c'est vrai que voilà, il a aussi mis un but important face à la Juve où il s'est élevé plus haut que tout le monde. Donc voilà, c'est très bien pour lui, bon pour la confiance et bon pour son moral à lui. Donc voilà, j'ai hâte de voir la saison prochaine ce que ça va donner la charnière avec Kier. Mais on a vu ça très bien fonctionner cette année. Et je suis persuadé que ça fonctionnera aussi très bien l'année prochaine. Très bien. Eh bien, on va passer du coup aux joueurs
qui loupe de peu le top 6. Et puis peut-être que si jamais on avait fait ce classement avant que Donnarumma parte, on aurait fait en sorte de mettre l'un devant l'autre. Mais finalement, Davide Calabria obtient la magnifique note quand même de 16,4 sur 20, 39 matchs joués. Je vais te laisser, Yann, nous parler du joueur formé au club qui a vraiment passé un cap cette saison. Il a passé un cap incroyable cette saison. Davide Calabria, il y a Salmakers où on parlait d'une immense progression dont on ne s'attendait pas forcément. Davide Calabria, sa saison est folle. Sa saison est complètement folle. Sa progression est incroyable. Que ce soit sur le plan défensif, il a joué des attaquants, il a joué face à des Ronaldo, il a joué face à des Chiesa. Il a vraiment éteint tout le monde sur son côté droit. C'était vraiment lui le patron, que ce soit défensivement, comme je l'ai dit là, face à à tels joueurs, et offensivement également. Il nous a tellement apporté. Il est quand même auteur de 2 buts cette saison. Il est très souvent dans les bons coups, dans les bonnes combinaisons avec Salmakers sur le côté droit. C'est un duo qui fonctionne très bien. Et puis, bah, il a une certaine prestance, il a une certaine élégance quand il joue, où il a vraiment passé un cap qu'il n'avait pas encore passé jusque-là. Et qu'est-ce que ça fait plaisir de voir un joueur formé au club qui arrive comme ça, un joueur qui aime le maillot, parce qu'il l'a toujours dit, il l'a toujours répété, et on l'a vu au travers de plusieurs de ses émotions à la fin de victoires ou de défaites, où il était dépité après certaines défaites, je ne me souviens plus exactement lesquelles. À Lazio, Et notamment, ouais. face à la Lazio, par exemple, exactement, où il a eu pleuré de joie à moitié. Je crois que c'était aussi face à la Lazio lors de Ouais, la là, victoire 3-2. C'est de la folie. Donc, c'est un joueur que j'affectionne tout particulièrement, qui fait une saison incroyable. Au niveau des stats, on a aussi 26 victoires quand il est sur le terrain sur ses 39 matchs joués, 8 nuls et 5 défaites. Donc, quand Calabria est sur le terrain, on a aussi plutôt des victoires. Donc, c'est aussi pas à négliger. Et pour moi, bah, il a clairement sa place de titulaire. Je serais même presque à dire que l'année prochaine, il pourrait presque postuler pour un poste de capitaine dans notre effectif si Romagnoli devait rester sur le banc. Parce que pour moi, un joueur qui est tant attaché au maillot et qui fait de telles performances et qui montre un tel attachement au club, bah, il pourrait mériter pour moi peut-être un brassard de capitaine et un peu de reconnaissance du club. très bien. Eh bien, Calabria, pour continuer dessus, parce qu'on ne va pas s'arrêter là, il a plus de clean sheets que Donnarumma cette saison. Il est à 16 clean sheets, c'est le record, hein, bien entendu. 41% de clean sheets, toute compétition confondue quand il joue. C'est aussi le record. Voilà, c'est une saison de patron. Marco, pour répondre tout simplement à Yann, est-ce que tu penses que Calabria ferait un bon capitaine? J'ai quelques doutes sur le fait parce Moi aussi. qu'il C'est pour reste, ça que je ne peux pas rester là-dessus. il reste vraiment très jeune. Ça reste un joueur qui. J'ai un peu du mal à le voir avec le brassard de capitaine. J'ai peur qu'il n'en ait pas réellement la trempe. Voilà, on sait qu'actuellement, il y a vraiment ce débat de qui peut être le capitaine chez nous, notamment avec l'acte que je peux qualifier d'héroïque, de Kier, qui donc se fait propulser par beaucoup de gens, souvent qui ne sont pas vraiment supporters de Milan, comme le potentiel capitaine. Là aussi, j'ai mis quelques réserves parce que bon, je pense que ce serait limite compliqué pour moi de simplement récompenser un fait en le nommant capitaine, surtout qu'à Milan, on a toujours eu cette priorité de donner le brassard de capitaine au joueur le plus ancien, Sauf euh, quand Bonucci est arrivé. avec le joueur le plus capé des Rossoneri. Après, évidemment, avec le départ de Donnarumma, un Romagnoli sur le banc, on a une place vacante. Personnellement, je préférerais un Kier à Calabria parce que Calabria, pour moi, c'est trop frêle, c'est trop jeune. Il a une superbe mentalité, mais peut-être pas la mentalité d'un capitaine et d'un gueulard. Très bien. Eh ben, on va rentrer dans le top 5 à présent. Juste au-dessus, vraiment juste au-dessus, 16,6 contre 16,4 pour Calabria. Il s'agit du regretté, je ne vais pas dire défunt non plus, parce qu'il brille avec la sélection italienne. Il s'agit de Gigio Donnarumma, 48 matchs joués, 15 clean sheets, 29 victoires tout de même. Il fait sa plus belle saison. On va essayer d'en dire tout le bien possible, parce qu'on juge sa saison en tant que sportif et gardien de AC Milan, capitaine aussi à un moment donné. Marco, parle-nous de la saison de Gigio Donnarumma sans t'énerver. Alors, tout d'abord, regretter parle pour toi, parce que moi, je suis heureux qu'il se casse de Norougra. Non, allez, Bien sûr, moi aussi. on va rester plus mesuré. Évidemment, quelle déception qu'il parte, surtout pour zéro. Hein, on sait qu'il peut valoir au minimum 60 millions.
C'est triste, ça reste évidemment un des gardiens, un des meilleurs gardiens au monde pour moi actuellement et surtout un des plus grands espoirs à ce poste, peut-être même le plus grand Le plus espoir grand à ce poste histoire, ouais. actuellement en activité. Donc forcément, c'est une grosse déception, mais on va se focaliser sur la saison qu'il a faite d'un point de vue sportif, parce que si on juge l'homme, on est à 0 sur 20, c'est évident. Donc maintenant, on va se baser sur le plan sportif. D'un point de vue sportif, évidemment, c'est un monstre. Il fait des arrêts que je pense que si on prend les 10 derniers gardiens de Milan, on n'a jamais eu ça. C'est vraiment un joueur qui est spectaculaire, mais je vais venir apporter mon grain de sel et mettre quand même quelques stops à certains endroits. D'une part, je pense que Donnarumma, c'est quand même un joueur qui est extrêmement protégé chez nous. C'est quand même pas, surtout cette saison, un joueur qui a toujours été exempt de responsabilité. Il a souvent eu ce petit côté, je fais une boulette, ou j'ai notamment le but qu'on prend contre la Sampdoria, où il est placé n'importe comment. Certes, Théo fait une boulette, mais il est vraiment placé nulle part et à la fois. C'est vraiment pour moi un joueur qu'on a quand même tendance, nous, Rossoneri, et c'est normal, il a été formé au club, on l'adore, il nous a sauvé tellement de fois, peut-être à un peu le surprotéger. Et j'ai d'ailleurs peur pour lui que dans un autre club, où il va se pointer voilà, avec son niveau actuel, certes, il va impressionner, mais s'il reste aussi dans la dynamique qu'il a eue chez nous en fin de saison, à peut-être parfois pêcher un peu, il risque de plus vite se faire tailler que chez nous, il l'était. D'autre part, donc c'est un joueur qui est vachement irrégulier. Et malheureusement, à Milan, bon, déjà, si on reprend l'historique de Milan, on gagne que quand on a des gardiens moyens ou moyens bons. Hein. Dida, on va le considérer comme bon. Mais à Milan, ce n'est pas les gardiens qui nous ont fait gagner. Et pour moi, la théorie là-dessus est simple, c'est que pour gagner, il ne nous faut pas un excellent gardien, mais un bon gardien. Un gardien qui est bon tout le temps, qui est d'une régularité, qui en fait ne va pas te faire gagner de points, mais va surtout pas t'en faire perdre. Et Donnarumma, cette saison, si on fait un peu le ratio de tous les points qu'il nous a fait gagner, parce qu'il y en a et c'est clair, mais aussi les points que parfois il nous a un peu fait perdre, eh ben on se rend compte que ça s'équivaut. Et au Cette final, saison, tu trouves, tu généralises pas avec les souvenirs des saisons d'avant. Moi, après, ça n'engage que moi et c'est juste ma vision, mais je l'ai trouvé justement beaucoup moins, avec beaucoup moins de savon dans les gants. J'ai trouvé beaucoup plus régulier cette saison que les saisons d'avant, Donnarumma. alors moi, non, très franchement, après, bon, le problème, c'est que le poste de gardien est extrêmement dur à juger. Chacun va avoir son point de vue là-dessus. Mm. Mais pour moi, c'est un joueur qui, certes, voilà, il va nous faire des trucs de malade. Je pense au match contre Cagliari, il nous le sauve ce match aussi. Mm. Mais à côté de ça, des fois, il y a des trucs qu'on se dit, putain, il peut mieux faire, alors qu'on attend tellement de lui. Et c'est pour ça que moi, je suis plutôt content en fait, d'un Maignan qui va nous coûter moins cher, qui, on le sait, est très bon et qui, au final, sera peut-être plus bon sur la longue durée, sans faire peut-être un exploit, mais peut-être sans nous faire perdre de points. Et évidemment, moi, ce qui me gêne beaucoup aussi avec Donnarumma, c'était son jeu au pied. On l'a encore vu hier avec la nationale. C'est un mec qui, quand même, avec les pieds, même s'il s'est amélioré, parce qu'il y a eu une amélioration, on doit quand même lui accorder ça, Mm. il y a quand même du gros péché là-dessus, quoi. Et il y a même un point où je trouve qu'il a régressé avec le temps, c'est les sorties aériennes. Le nombre Ouais, de fois où il est sorti à la pêche comme ça, c'est vrai ça. cette sortie contre la Juve, mais Mm. on peut se prendre le but et ce but-là, il nous tue. Mm. Et peut-être que si on prend ce but-là, on va pas en Ligue des Champions. Il était à deux doigts de nous saboter, le mec. C'est en ça que je pense qu'au final, évidemment, c'est une grande perte. Évidemment, je suis dégoûté parce que c'est un joueur que j'adorais. C'est un joueur qui est trop fort et qu'on devrait garder à Milan. Mais au final, pour se rassurer un peu et on va dire passer un peu d'eau fraîche là où ça fait mal, c'est un mec qui peut-être finalement, on l'a peut-être un peu trop protégé. Évidemment, je dis ça avec une petite rancœur parce qu'au final, on sait qu'il va nous manquer et qu'il est excellent. Adri, ton avis sur Donnarumma, tu le regrettes déjà, tu as été déçu, voire tu as l'impression de t'être pris un couteau dans le dos. Mais sur l'aspect purement sur le terrain, et même en tant que capitaine, parce qu'on peut revenir sur son capitanat, ça a été un bon capitaine pour toi, on va commencer par là même, c'était un bon capitaine pour toi sur cette deuxième partie de saison ou pas, Donnarumma? Ouais, pour moi, ouais, parce que plusieurs fois, on l'a vu, hein, donner de la voix, quand il y avait des fautes près de la surface, toujours aller réclamer près de l'arbitre. Plusieurs fois, on l'a vu essayer de replacer les joueurs, même alors qu'il n'y avait pas forcément d'action dangereuse. Mais je l'ai senti engagé, moi. En tout cas, je l'ai ressenti comme ça. Quand il avait le brassard, j'ai senti engagé. Après, est-ce que c'était la commedia dell'arte, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était un très bon acteur, si c'était ça. Mais non, non, moi, j'ai trouvé très engagé. C'est dommage parce que il avait tout, voilà, pour réussir à Milan. On commençait vraiment à lui donner en plus ce brassard de capitaine. Il serait resté avec nous l'année prochaine. Je suis sûr qu'il aurait eu aussi le brassard. Donc, ouais, pour moi, c'était quand même un bon capitaine, objectivement. Donc, ouais, donc voilà.
il a fait une bonne saison. Il est en train de faire un bon Euro avec l'Italie au moment où on tourne cette émission. À voir ce que ça donnera dans son futur. Pour moi, c'est un gardien qui ne pourra pas être performant dans une concurrence avec un autre à son poste dans un club. Typiquement, un Keylor Navas, Donnarumma, si les dirigeants de Paris et le coach fait le choix de mettre tous les deux en concurrence sur une saison en les faisant jouer un match sur deux ou un match sur trois, Donnarumma, il n'aura pas les épaules ni la tête pour être performant. Et c'est limite dans cette situation-là où il va faire encore plus d'erreurs parce qu'il aura la pression. Et Donnarumma, jusqu'à preuve du contraire, après, il n'a que 22 ans. Il a tout le temps pour prendre confiance là-dessus. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui réagit mal à la pression. Est-ce que c'est un joueur aussi qui va se cantonner à un banc du PSG ou juste à quelques matchs de Ligue 1 entre deux matchs de Ligue des Champions? Est-ce qu'il va jouer à la Ligue des Champions avec Paris aussi alors que c'est Navas et sa compétition reine? Est-ce que c'est un joueur qui est capable de signer à Paris, de partir 1 an ou 2 ans en prêt à Naples ou à la Roma pour revenir encore plus fort à Paris quand il n'y aura plus Navas? La situation de Donnarumma, c'est certes, quand tu l'évoquais, Marco, on aurait pu se faire 60 millions, mais je pense que personne, combien personne ne mettait 60 millions. La preuve, c'est que là, juste à 20 millions, parce que finalement le seul achat qu'il y a à faire, c'est la part de 20 millions qui va à Mino Raiola. Et ça pose déjà souci pour quelques clubs, dont le nôtre. Mais c'est vrai que sur 60 millions, un gardien qui demande 12 millions par an à 60 millions plus 20, ça te fait un transfert à 80. Personne ne l'aimait. Personne ne l'aimait. On a vu l'échec Kepa à Chelsea et qui a fait un peu prendre conscience à tout le monde que c'était un poste où il ne fallait pas non plus mettre beaucoup si jeune que ça. Donnarumma, il n'a pas un match, c'est ses premiers matchs qu'il joue en compétition internationale cette saison. Avec l'Euro, il n'a pas encore joué de Ligue des Champions. Moi, c'est une grosse interrogation que j'ai sur son avenir. Je sais que ce sera un très grand gardien, ou c'est impossible de le dire, ni dans combien de temps, parce que tout est entre parenthèses avec ce joueur. On va passer du coup au top 4. Et là, on a un Français qui a égalité d'ailleurs avec Donnarumma. C'était tous les deux égalité. Adri, je veux t'entendre sur Théo Hernandez. Et puis ensuite, Sian nous donnera son avis aussi sur le joueur. 8 buts, 8 passes décisives, 45 matchs joués. C'est une saison stratosphérique pour un joueur qui aurait pu jouer cet Euro aussi. Peut-être, il a été un peu trop juste. Ouais, alors très très belle saison de Théo Hernandez, tu l'as dit, 8 buts, 8 passes décisives. Il est quasiment double-double, pour reprendre un peu les termes du Ouais. basket. 27 victoires, ouais, 9 nuls, 9 défaites. C'est vrai que c'était un très très bon rendement quand il est sur le terrain. Quand il n'y est pas, justement, on voit la différence avec Diogo Dalot, qui, alors c'est sûr, c'est pas du tout le même profil, ça c'est sûr. Mais justement, on voit que sur ce côté gauche, on force à juste titre pas mal sur ce côté-là, parce qu'il y a le TGV Hernandez. Les percées, tu es obligé de faire faute à chaque fois pour le stopper parce que tu sais très bien qu'il va aller au but. Alors, c'est vrai que c'est le seul petit peut-être bémol qu'on peut dire là-dessus, et ça, on l'a souligné à plusieurs reprises, c'est parfois son irrégularité. On l'a vu, lui aussi, il a eu un petit passage à vide. Ça a été très compliqué sur son côté gauche, où il y a eu des matchs où c'était très, bah ouais, très compliqué. Et lors des gros matchs aussi. On se souvient par exemple face à l'Inter où c'était très compliqué pour lui notamment. C'est vrai que moi, c'est là-dessus où j'attends plus l'année prochaine, c'est être plus régulier. Alors ouais, peut-être pourquoi pas moins décisif, c'est pas ça qui me dérangerait le plus. Tant qu'il est plus régulier, moi, ça me va. Mais après, voilà, quand je dis irrégularité, pardon, je vais y arriver, c'est pas non plus, voilà, c'est pas les montagnes russes. Généralement, c'est quand même sur la même lignée. Je trouve extrêmement intéressant, forcément, sur son côté gauche. Il faudrait être aveugle pour dire le contraire. C'est vrai que c'est pour moi injuste qu'il n'ait pas été sélectionné à l'Euro. Peut-être voilà, peut-être qu'il faut qu'il s'améliore un peu plus défensivement. On l'a vu parfois un peu dépassé, mais c'était plus rare que l'année dernière, en tout cas, où là-dessus, c'est vrai qu'on a vu qu'il avait des petites lacunes. Et c'est vrai que là, on voit une stat, c'est 7 buts sur 14 frappes cadrées cette saison. C'est une stat L'attaquant. incroyable. On rappelle que c'est un latéral gauche, Ouais. c'est pas un buteur. Et il a vraiment une très très belle frappe. On l'a vu cette saison, les buts qu'il te met après avoir fait des rushs. Et un touché, même. On voit Ouais, le voilà, petit lob, exactement. le petit piqué face au Torino qu'il met en pleine course. Il a un vrai toucher de balle.
C'est un défenseur, voilà, c'est un latéral hyper complet. Très, très heureux de l'avoir dans cette équipe-là. Je suis persuadé que l'année prochaine, il fera encore une magnifique saison. Je suis très curieux de voir ce que ça donne moi, en Ligue des Champions Mm. face à des gros clubs. Très, très curieux de voir ça. Mais ouais, le 16,6 est totalement mérité pour notre Français. C'est un joueur, Théo Hernandez, Yann, qu'on voit déjà en Ligue des Champions et qu'on n'aimerait pas trop non plus qu'il étincelle devant tout le monde parce que c'est typiquement un joueur où quelqu'un peut mettre 80 millions en plein hiver si l'AC Milan est sorti de cette compétition, comme on a pu voir les Szoboszlai ou des joueurs comme ça. Faut pas oublier que même si Milan finit deuxième de Serie A, on va arriver à chapeau 4 l'année prochaine et on sera complètement un petit club dans cette compétition. Donc c'est typiquement nos grands joueurs s'il se révèle, on ne pourrait pas être à l'abri d'une mauvaise surprise. Yann, j'aimerais savoir ton avis là-dessus. Théo Hernandez, c'est un joueur exceptionnel, il a d'énormes qualités, mais ce qui est très rassurant, c'est que finalement, on sait aussi sur quel aspect du jeu il peut s'améliorer. Il a encore une marge de progression assez importante sur certains aspects du jeu, non? Mhm. Clairement, c'est sûr. Adrien l'a très clairement dit. C'est un joueur qui est incroyable. On a qu'à regarder ses stats ici. 45 matchs joués, 8 buts, 8 passes décisives. C'est complètement fou pour un latéral gauche. Par contre, on le sait tous, on l'a déjà dit plusieurs fois, on l'a répété, répété. C'est que bah, quand Théo Hernandez, on ne le voit pas en attaque, bah, en défense, des fois, il a un petit peu de peine à gérer l'attaquant qui sera en face de lui. Donc, on sait clairement que c'est sur ça qu'il devra travailler. Pour moi, il y a aussi un petit peu de lucidité aussi parfois dans ses montées, où il monte vraiment comme un cheval de course. Désolé, on va Mm. dire ça comme ça, comme un train, comme un TGV sur son côté gauche. Ça va du 200 à l'heure. Et après, des fois, dans le dernier essai, j'aurais peut-être envie qu'il donne peut-être son ballon une fois avant, ou bien après, voilà, quand il ne réussit pas, ben, je suis là, mais pourquoi tu n'as pas donné ton ballon? Et puis, bah, souvent, il arrive à me décrocher une frappe ou à me faire un dernier crochet pour éliminer un dernier défenseur qui fait la différence. Donc, c'est vrai que c'est un peu difficile à juger. Mais bah, on n'a qu'à voir sa note, on n'a qu'à voir son positionnement dans notre classement aujourd'hui. C'est un joueur qui est surimportant. C'est un joueur qui, pour moi, va encore briller sous nos couleurs. C'est 100% sûr. En Champions League, ma foi, il faudra qu'il brille. On le sait, hein, le PSG il y a eu cette rumeur avant le début de l'Euro qu'il l'annonçait peut-être au PSG pour une immense somme. Mais on verra, on verra ce que l'avenir nous dira. Mais en tout cas, moi, je suis persuadé une chose qui est sûre, c'est que Théo va continuer à performer sur nos couleurs et je m'en réjouis. Très bien. Eh bien, on va passer du coup au top 3 à présent. Il reste qui? Il reste Kier, il reste Kessié, il reste Zlatan Ibrahimovic. Tapez 1 pour Kessié au 7. On se la joue The Voice. Mais il s'agit de Zlatan. 16,8 sur 20 en troisième position. Il était premier cet hiver. Qui va nous en parler? Marco va nous en parler. Les stats s'affichent en même temps. Raconte-nous la saison, pas en demi-teinte parce que c'est une énorme saison, mais on l'a vu à moitié. Oui, c'est le problème, c'est que bon, bah, avec un joueur de 39 ans, on ne peut pas vraiment faire mieux, hein. C'est quand même un joueur qui n'a pas beaucoup joué. On est sur 27 matchs. Ça reste énorme pour son âge, on est tous d'accord avec ça. Mais bon, on imagine ce que ça aurait été une saison où il avait joué tous les matchs. Mm. Voilà, malheureusement, une saison qui est bloquée par les blessures, qui se finit mal, qui se finit par une blessure qui, on l'a su bien après, encore ces dernières semaines, risque d'être encore plus grave qu'on ne le pensait. C'est donc triste, voilà, c'est une triste fin. J'espère qu'il en reviendra quand même encore meilleur. Mais c'est une triste fin pour quelqu'un qui avait proposé un jeu énorme. On a encore voilà, en tête des buts comme celui qui met contre le Napoli, une tête de l'extérieur de la surface. C'est un joueur qui est énorme par le fait qu'il débloque des situations pendant. Le match peut être bloqué au possible, il arrivera à faire le truc qui va tout débloquer. Il a ce côté fun en plus qui va vraiment, je pense, réjouir tous les tifosi. On a encore cette bonne vieille talonnade qu'il fait et qu'il met en aile de pigeon pour Castillejo. Oh là là, c'est vrai. Et voilà, J'avais vraiment oublié. des moments magiques, mais bon, malheureusement, c'est toujours, entre guillemets, une saison en demi-teinte, comme tu avais dit, à cause des blessures. Après, mis à part ça, ça reste un joueur qui est extrêmement important, surtout dans notre style de jeu. Et je trouve que plus la saison est avancée, plus il a orienté différemment son jeu. Autant au début, on était vraiment sur un pivot pur et dur, hein. Je mets la tête.
vraiment aux abords de la surface. Puis, on a vu qu'au fur et à mesure du temps, plus les matchs avançaient, plus il commençait à reculer. Et au final, on avait vraiment un Ibra qui parfois jouait quasiment en 10 et créait le jeu. Et c'était génial, hein, parce que du coup, ça nous permet de débloquer des situations parfois quand on a une défense qui est hyper serrée derrière. Et je pense que typiquement, certains matchs où il n'était pas là, il aurait pu nous apporter énormément, ne serait-ce que par sa création de jeu et son côté de génie. Donc voilà, je suis même assez étonné parce que je pense qu'en hiver, je l'aurais mis largement premier en fin de saison. Au final, troisième, c'est une place bien plus qu'honorable, mais dans mon cœur, il restera le premier, ne serait-ce que parce que il a réussi à créer une atmosphère dans le groupe et c'est vraiment notre deuxième entraîneur. Donc numéro 3 au niveau sportif, mais numéro 1 au niveau de l'âme de Milan. Ça fait 1 an et demi qu'il est à Milan. Les Tifosi n'ont quasiment pas eu la chance de le voir jouer. Ils ont dû voir 2-3 matchs à tout casser avant. Ouais, trois matchs, c'est ça, peut-être. Mais c'est vrai que c'est un joueur que j'ai hâte de revoir l'année prochaine avec l'hymne de la Ligue des Champions. C'est un joueur que j'ai hâte de revoir avec un. C'est un joueur qui va ramener du monde à Milan à coup sûr. C'est même lors des déplacements de l'AC Milan. Je pense que tout le monde va attendre ce match face à l'AC Milan parce que ils verront Zlatan en face, 40 piges, et capable, comme tu l'as dit, de passes en profondeur, L2 pigeon pour Castillero parfaitement dans le bon timing. La stat à retenir, c'est celle-ci. Milan gagne 1,94 points par match sans Zlatan en Serie A. Avec Zlatan, c'est 2,21 points par match. C'est juste énorme. Parce que voilà, avec très peu de matchs, forcément, sachant que Milan a quand même roulé sur pas mal de matchs, donc du coup, c'est vrai que ça fait très vite gonfler les stats. Mais finalement, avec très peu de matchs joués, il obtient quand même 17 victoires en 27 matchs. C'est juste fou. Adri, justement, un peu la même question que je t'ai posée tout à l'heure avec Benasser, mais qu'attends-tu de Zlatan l'année prochaine? Dans quel registre tu t'attends à le voir évoluer par Pioli? C'est très très compliqué parce que c'est vrai que Marco l'a dit tout à l'heure, mais par rapport à sa blessure, il n'y a rien de rassurant du tout. Alors que sur le terrain, on ne sait pas du tout déjà quand est-ce qu'on va le revoir. Du coup, là, j'ai envie de te dire, à l'instant T, c'est vraiment dans le vestiaire, moi, que je l'attends plus. On sait que c'est une grande gueule, que voilà, il a un truc à dire, il va te le dire, mais aussi, il est capable de vraiment motiver tout un groupe. On l'a vu face à l'Atalanta, comme quoi, voilà, en gros, il avait dit que Milan vit pour ce genre de match. Si tu peux pas vivre ce match-là, tu rentres chez toi ou tu restes au vestiaire. En Ligue des Champions, il aura un rôle énorme, que ce soit sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire. Il a l'habitude, lui, des grands rendez-vous. Il ne faut pas oublier que nous, nos joueurs, de mémoire, à part Kier et lui, aucun a joué un match de Ligue des Champions, si je dis pas de bêtises, mais je crois que c'est ça. Donc lui et Kier. À Cannes avec le Bayern Ah oui, c'est vrai, Leverkusen, à Cannes, autant peut-être. pour moi. Il y a Mais Théo, c'est je pense, avec le Real immense. aussi. Et Théo qui a gagné la Ligue des Champions. Voilà, donc je dis non. Mais dans l'idée, on comprend. Dans l'idée, vous avez capté ce que je veux dire. Voilà. Voilà, on voit. Et par rapport à l'âme de leader, voilà, avec Kier, on en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est les deux piliers du vestiaire. C'est des mecs, voilà, ils te parlent, tu les écoutes. Donc c'est vrai qu'à court terme, court moyen terme, j'ai envie de te dire, j'attends plus sur le vestiaire. Après, sur le terrain, il aura 40 ans, on sait très bien de quoi il est capable, on l'a vu cette année. 27 matchs, 17 buts, 3 passes décisives. Ça fait 20 matchs où il était décisif sur 27. Ouais. À partir de là, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur le joueur. Même s'il joue très très peu de matchs, il sera hyper important sur les peu de matchs qu'il jouera. Et les matchs où il ne jouera pas, il sera très important dans le vestiaire. Je n'ai aucun doute par rapport à ça. Yann, sur la saison que nous a fait Ibrahimovic, il a été, parce que c'est vrai que ces 27 matchs finalement prennent en compte les matchs de Ligue Europa, mais c'est surtout sur le championnat qu'il a vraiment roulé. Je suis en train de chercher les stats au moment où je vous parle. En championnat, c'est 15 buts en 19 matchs. On sait que Zlatan, qui joue très peu de matchs l'année prochaine ou qui joue toute la saison, on a au moins, et c'est ce qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps à Milan, un attaquant qui nous assure 10 buts. Et on a vu comme c'est dur de mettre 10 buts. On a vu Rebic finir la saison avec 11 buts lors de l'avant-dernière journée face à Torino. Mais c'est pas si facile de mettre 10 buts, surtout en championnat. Zlatan, on peut se dire, Yann, non, qu'on a quasiment la certitude d'avoir un attaquant qui nous en plante 10 en une saison. Ouais, alors après, pour la prochaine saison, j'ai peut-être un peu plus peur au niveau de son physique qui, pour moi, va devenir de plus en plus problématique. Mais oui, c'est incroyable. Et surtout pour un joueur de stage là, on l'a répété toute la saison, hein, on cesse de le répéter. Pour moi, sa carrière, déjà, elle commence à s'arrêter à moitié. C'est à Manchester quand
quand son genou se plie dans le mauvais sens là. Ensuite, son départ en MLS, pour moi, ça signe définitivement la fin. Il retourne à Milan, je me dis que ça va être sympa pour un coup de com', et il revient chez nous et il arrive à assurer, comme tu le dis, plus de 15 buts par saison. Donc c'est totalement fou ce qu'il nous fait. Et j'espère qu'il va encore continuer de nous faire rêver l'année prochaine. J'espère que le stade va réouvrir pour pouvoir aller revoir ce joueur. C'est aussi, au-delà du fait, je pense dans le vestiaire, il doit avoir un rôle surimportant. On le voit sur le bord du terrain quand il va regarder les matchs et qu'il est blessé. Il a suivi l'équipe partout. C'est un joueur qui fait vendre des maillots, c'est un joueur qui fait venir les gens au stade. Inconsciemment, je suis allé beaucoup plus au stade sur les quelques matchs où Zlatan a joué qu'avant, avec plus de monde aussi qui était là. Oh, mais il faudra que tu me ramènes à San Siro une fois que je puisse aller voir Zlatan. Tu es dans le stade, le speaker lance le numéro 11, le San Siro se met à trembler. Donc, c'est vraiment un joueur qui déchaîne les passions. Et puis, j'espère que ses petits pépins physiques vont le laisser tranquille vont essayer de l'épargner un petit peu l'année prochaine pour qu'on puisse le voir et surtout que le stade puisse réouvrir pour aller admirer ce joueur dans la vie réelle parce que c'est un pur plaisir. Pour finir sur Zlatan Ibrahimovic, il arrive, Milan est 14e, au fond du trou, je pense, comme rarement l'avait été, même au plus profond de la Banterera. Et il arrive et il a cette déclaration de je vais ramener Milan en Ligue des Champions. Et voilà, il lui a fallu un an et demi. C'est ça, hein, c'est un an et demi, ouais. Un an et demi pour réaliser ça. Et on en attendait même pas autant, en fait. Ibra, on voulait juste du jeu, il l'a apporté, on voulait des buts, on voulait qu'il joue. Et au final, en un an et demi, il tient sa promesse là où tout le monde a échoué, entraîneur, joueur, des Bonucci, des Higuain. Et tu as ce mec, là, ce vieux briscard qui vient de plier la MLS à lui tout seul, qui arrive dans son club de cœur et qui te ramène Milan à 40 ans et qui te porte. Il y a d'ailleurs, si vous voulez faire le parallèle avec ça, c'est l'épisode de BR Football, The Champions, qui est un épisode de 6 minutes dédié à Zlatan Ibrahimovic, où il porte littéralement tous les joueurs sur ses épaules. Il forme un espèce de gros ballon et tu as tous les joueurs et il les porte et il arrive en Ligue des Champions pour tout casser. Elle est très drôle. Je vous invite à aller voir cette vidéo-là. En tout cas, ouais, c'est une saison incroyable de Zlatan Ibrahimovic. On continue et on passe à la deuxième marche du podium. Et c'est un joueur qui s'est distingué ces derniers jours pour son comportement exemplaire. Et là, il y a quand même un sacré gap, hein. On passe de 16,8 à 17,9 pour Simon Kjær, qui peut nous en parler. Yann, tiens, tu as fini sur Zlatan Ibrahimovic, je te laisse un peu plus la parole sur Simon Kjær. Parle-nous du Danois et de sa saison ô combien exceptionnelle. Simon Kjær, depuis qu'il est arrivé, c'est aussi un joueur, franchement, on ne s'attendait pas forcément à quelque chose d'incroyable lorsqu'il arrive au mercato d'hiver, pardon, en même temps que Zlatan, si je ne me trompe pas, et c'est devenu le rock de notre défense. C'est un joueur, j'en ai toujours parlé, comme quoi c'était un joueur vraiment, je dirais que sa posture sur le terrain, sa façon de se déplacer, sa façon de donner des passes, il a une posture, il a quelque chose où tu as envie de croire en lui, tu as envie de lui faire confiance. Et puis, on a ce geste ces derniers jours à l'Euro, là, où il a vraiment son rôle de capitaine, son rôle protecteur, son rôle de personne de référence. Et c'est exactement ça que je vois chez lui à Milan, c'est ce rôle de leader. Et moi, cette saison, il fait encore un pas en avant par rapport à la saison passée, dans le sens où ses performances sur le terrain sont toujours excellentes. Il apporte une sérénité en défense. Il a une capacité de relance qui est pour moi exceptionnelle. On en parle pas assez souvent de sa capacité de relance, où il fait des longs ballons, où il trouve des ouvertures qui sont vraiment excellentes. Et ensuite, c'est son rôle de leader aussi dans le club. On en a entendu parler dans certaines interviews que dans le vestiaire, il avait un rôle très important. Et on le voit aussi sur le terrain. On le voit lorsqu'il est remplaçant sur le banc de touche. Il a aussi un peu ce rôle à la Zlatan, bien sûr moins marqué qu'à Zlatan Ibrahimovic, je pense, mais il a ce rôle de leader dans notre équipe. Et pour moi, il mérite complètement cette note et il fait une saison incroyable. Et j'espère qu'on pourra encore compter sur lui pour la saison prochaine parce qu'en défense, pour moi, il est indéboulonnable. C'est notre défenseur numéro 1 en ce moment à Milan et ça fait vraiment plaisir d'avoir un rock pareil en défense.
Quand on regarde un petit peu ses stats, là, on voit les 39 matchs joués, c'est quand même pas négligeable. Et surtout, moi, c'est ce but. Il marque un but exceptionnel à Old Trafford qui nous a fait croire à cette possible qualification face aux Mancuniens pendant une semaine jusqu'à ce qu'on perde 1-0 à San Siro. Mais voilà, il est très intéressant dans le jeu de la tête. À combien de fois il a touché les montants sur des corners ou des choses Ouais, comme ça. un paquet. Il aurait pu avoir bien plus de buts cette saison. Mais du coup, on sait que c'est un joueur sur qui on peut compter au niveau des duels de la tête. C'est un joueur sur qui on peut compter en défense parce que c'est un rock. Il n'y a pas d'autre mot pour dire ça. Et c'est un joueur qu'on peut aussi compter à la relance, qui fait des relances incroyables au niveau du jeu du pied, au jeu au pied, pardon, que ce soit long ballon, ballon court, ballon long, pour transpercer des lignes adverses. Il est excellent. Donc, Kier vraiment, il mérite cette place de numéro 2 et je me réjouis de le voir la saison prochaine. Marco, il a quasiment toutes les qualités du monde. Kier, très bonne qualité de relance, très bon tacleur aussi, très bon sens de l'anticipation et du positionnement par rapport aux défenses. C'est un joueur, ça fait 1 an et demi qu'il est là. J'ai pas le souvenir d'un mauvais match de la part de Simon Kier, honnêtement, d'une grosse erreur, d'un truc comme ça. Il a un bon jeu de tête aussi. On en attendait tellement peu de ce joueur qui arrive en étant vraiment placardisé à l'Atalanta, un joueur qui a jamais connu voilà, des énormes clubs, plus ou moins Séville, Lille, mais voilà, enfin, Palerme, mais ça restait voilà, pas non plus un joueur de renommée internationale. On l'a vu aujourd'hui, encore face à la Belgique, où il fait un retour exceptionnel sur Lukaku qui partait seul, direction des buts. Est-ce que pour toi, c'est un des top 10 à son poste cette saison, du moins? Sur tous les championnats? Bah, déjà, en championnat, on peut commencer par la Serie A. À mon sens, Pourquoi déjà, pas la série? à mon sens, c'est peut-être le meilleur défenseur central de la saison de Serie A, Kier, honnêtement. Très honnêtement, il ne volerait pas sa place. Ça se taperait quand même avec quelques autres, mais honnêtement, Kier, ne serait-ce que par sa régularité et par son romantisme, je vais reprendre un peu les dires de Yann, je trouve que c'est un mec qui il nous montre tellement de choses belles. C'est-à-dire qu'à 32 ans, le mec, il nous montre qu'on peut atteindre son prime encore à 32 ans. Il a une grinta et à la fois une classe, mais monstrueuse. Et en fait, ce que je retiens surtout de lui, c'est sa simplicité dans le jeu. C'est-à-dire qu'il a un self-control irrémédiable. Il peut être en un contre un face à n'importe quel attaquant de grande renommée. Il va simplement prendre la balle, la mettre en touche et s'orienter tranquillement vers son but. Il a un calme olympien et c'est franchement, bah voilà, merci, merci les Norvégiens de nous avoir offert ce Simon, les Danois, pardon, oh là là, quelle horreur, de nous avoir offert Simon Kjær parce que voilà, quelle classe, quel homme, quel défenseur. C'est en effet pour moi un des meilleurs défenseurs de Serie A. Sur l'ensemble des championnats, je ne sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est il a ravi les supporters du monde entier. Maintenant, comme tu l'as très bien dit, il avait joué à Manchester, mais à part ça, il n'avait pas eu une carrière flamboyante. Et c'est quand même fou de se dire que ce mec va certainement connaître l'apogée de sa carrière à 32 ans et à Milan. Voilà, exactement. Tu veux rajouter un dernier mot, Adri, sur Simon Kier? Les gars ont tout dit, hein. Moi, c'est vrai que ce qui m'a vraiment frappé le plus, c'est sa régularité. J'ai pas souvenir d'une erreur de notre défenseur. C'est vrai qu'il a été très très bon tout au long de la saison. C'est vrai qu'on a eu peur plusieurs fois, hein, par rapport à cette petite blessure qui traînait au genou. Plusieurs fois, il n'a pas pu finir les bouts de match. Il avait été remplacé pour le ménager un petit peu. Mais c'est vrai les gars l'ont très bien dit, hein, un leader incroyable avec Ibra et Kessié, à mon sens aussi, hein. Vraiment, c'est les trois leaders sur le terrain et dans le vestiaire, même si à mon sens, Kier et Ibra sont peut-être un peu plus au-dessus de Kessié. Mais non, non, ouais, grosse saison du Danois, qui a fait une très très belle paire avec Tomori. Et puis le premier, le top 1, on a déjà longuement parlé de lui parce qu'on avait accordé le titre de MVP, mais on va en reparler. 18,9, on est quasiment sur du 19 sur 20 pour Kessié. Yann, parle-nous et commence sur ce joueur qui a tellement explosé ces dernières saisons et cette saison surtout.
Déjà pour l'histoire de Kessié, il faut presque revenir un petit peu en arrière quand on se souvient de ces saisons où chaque passe, il n'arrivait pas à faire une passe rater, où chaque passe, il descendait sur le terrain avec ses chaussures de ski, où il revenait directement de l'après-ski à chaque match à San Siro. Et l'évolution de ce joueur est complètement incroyable. Regardez, ouvrez juste grand vos yeux Mais ça, c'est et regardez n'importe juste quoi. ses stats. Vous Ça avez n'a 50 aucun matchs sens. joués. 50 matchs joués. Et le joueur, c'est pas celui en fin de saison qui est complètement arrivé sur les chevilles. Il a vraiment joué ses 50 matchs Il aurait pu jusqu'au enchaîner sur bout. la canne, là. On se souvient, pour moi, c'est lui qui termine notre saison, hein. C'est lui qui met ce penalty à la fin. C'est lui à la fin, je ne sais pas si vous vous souvenez contre l'Atalanta, où il est face à trois joueurs. Je crois il va vers le poteau de corner pour gagner du temps. Où il fait encore un sprint incroyable, où C'est il a trois insane. joueurs sur le dos qui essayent de le bouger. Il ne bouge pas. Donc, après 50 matchs, d'avoir encore physiquement, d'être encore au top pareillement, c'est juste fou. Il n'y a juste rien à dire. Après, un milieu de terrain à 14 buts aussi, faut en parler. Faut en parler qu'il est appliqué sur 25% des buts de l'AC Milan en Serie A. Certes, certains viennent me dire, mais c'est souvent sur penalty. Oui, mais dans le jeu, il est quand même très, très important. Ces penalties, il faut quand même aller les tirer à chaque fois. Mm. On va pas revenir sur les joueurs qui ont manqué des penalties, je sais pas Il en combien de a fois. loupé combien? Il en a loupé 2 cette saison, Kessié, quand même, non? Je sais C'est qu'il loupe celui contre la Juve et il me semble qu'il en loupe un ou qui va Un mettre double 2, je crois, ouais, en cette saison. contre je ne sais plus quelle équipe. Mais sinon, il a quand même un calme incroyable. Il arrive pratiquement toujours à la mettre à contre-pied. Et puis, dans le jeu, il est juste tellement important. Il touche tellement de ballons, il récupère tellement de ballons. Il arrive à mettre, il bonifie ses coéquipiers sur le terrain. Il a réussi à bonifier un Benacer. Il bonifie tout le monde sur le côté gauche avec Théo Hernandez. C'est aussi un duo qui marche bien. Il monte très haut. Il va souvent aider en attaque. Donc, il est partout. Il est partout. Il est partout. Il joue dans tous les matchs. On en a parlé tout au long de cette saison. C'est un joueur qui est incroyable. On a une chance folle d'avoir un tel joueur dans notre équipe. Heureusement qu'on ne l'a pas vendu parce qu'il y avait un moment une histoire pour qu'il parte en Angleterre, justement dans cette période où il était pas forcément très bon, où il avait un peu de la peine à aligner les matchs. Mais là, c'est devenu pour moi notre meilleur joueur. Cette année, pour moi, il y a pas de débat possible à Milan. C'est le meilleur joueur de notre effectif. Et puis, j'espère que ça va continuer comme ça longtemps. On parlait avant d'un brassard de capitaine. Moi, le voir sur le bras gauche d'un Ivoirien, ça ne me dérangerait pas la saison prochaine. bah, surtout que c'est le président. C'est quelqu'un qui est tombé amoureux de notre club. On avait ce truc-là par rapport à Cannes, où moi je disais qu'il n'avait pas eu ce truc-là. Et lui, pour le coup, là, il est très heureux à Milan, il est épanoui. Il joue 50 matchs. Et quand tu joues 50 matchs dans une saison avec le maillot milanais, quand même, il faut se rendre compte de ce que c'est. 50 matchs, et encore, il n'y avait pas les supporters. Mais voilà, c'est 50 matchs, c'est 31 victoires. Il faut se dire aussi, il faut prendre du recul un peu sur ces stats-là. Gagner 31 matchs en une saison, 6 buts, 14 passes D, il a 20 sa ligne de stats est juste complètement folle. Adri, Adri, dis-moi, parle-moi de ton amour pour Kessié cette saison, ton analyse sur sa saison. J'ai pas assez de temps pour expliquer mon amour pour le joueur. C'était le joueur le plus régulier cette saison. De toute façon, on l'a vu, hein, à chaque fois, les players of the match, quand Milan mettait ça sur Twitter ou autre, tout le temps, c'était Kessie qui ressortait parce que le mec est d'une régularité incroyable, omniprésent. 50 matchs joués, il a raté que 3 matchs et c'est même pas pour des blessures. Il a raté le match face à l'Étoile Rouge de Belgrade où il était sur le banc. Lille, la même chose. Et il a raté le match face à la Lazio où on gagne 3-2 pour une accumulation de cartons jaunes. Le mec n'a pas été blessé une seule fois de la saison. Le mec est fait de titane, les gars. Il est increvable. On l'a vu, hein, de toute façon, Yann le disait tout à l'heure, quand il était face à 3 joueurs de l'Atalanta. Ça me faisait penser avec l'image avec Zidorf. Alors, je ne sais plus c'était face à quelle équipe, mais c'est une photo qui a fait pas mal le tour sur les réseaux où voilà, il y a 2 joueurs sur le côté avec ses bras, il les retient. Là, c'est exactement la même chose avec Kessié. C'est un joueur qu'on a pourtant énormément critiqué, à juste titre aussi, hein, attention, mais il a fait fermer la bouche de plein de gens et il a fait merveilleusement bien. On a parlé longuement des absences d'Ibra, de Benacer qui ont pesé sur la saison ou sur le jeu du Milan. Un Kessié, à mon sens, ça aurait été la même chose, voire pire, parce que là, on avait un déséquilibre total pour moi dans le 11. Pour moi, c'est la pièce maîtresse de Pioli. T'enlèves ce joueur-là à Pioli, l'équipe
elle va être un peu plus bancale, j'en suis persuadé. Il mérite amplement sa première place pour sa régularité incroyable, son calme, son beau jeu, tout ce que vous voulez. Il a toutes les qualités du monde possible, ce joueur, c'est incroyable. Donc, non, c'est quasiment à 19 sur 20, c'est énorme, mais c'est mérité mille fois. Marco, ton mot de la fin sur Franck-Yannick Kessié. Mon dernier mot, ce sera juste MVP, surtout venant d'un milieu qui, malgré, on va revenir sur les pénaltys, etc. Malgré ça, c'est quand même un milieu qui joue devant la défense et qui a plus de participation à nos buts que Leao, Rebic, Sahel Makers, Ibrahimovic et Çalhanoğlu. C'est tout pour moi. C'est grosso modo le mec qui participe le plus offensivement à notre équipe alors qu'il joue devant la défense. Donc Ouais. MVP. MVP caissier. Merci à tous les trois d'avoir fait ce conseil de classe à mes côtés. Merci, chers auditeurs, aussi pour avoir été fidèles cette saison. Et grosse annonce, parce que voilà, si Nostro Milan va faire une petite pause cet été, ou du moins pendant le mois l'Euro, on se retrouvera sûrement fin juillet pour faire un premier bilan du mercato. En revanche, il y a un nouveau format et on en est très fiers parce que voilà, c'était quelque chose qu'on voulait faire. Il y a eu des problématiques par rapport au Covid. On avait des interviews qui ne sont pas passées. Finalement, on a trouvé une bonne formule et on vous présente le podcast et le vrai podcast cette fois-ci parce que vous écouterez euh, une série de 7 épisodes sur la renaissance du Milan. Premier épisode sur Gattuso, l'échec de Gattuso lors de cette fameuse tragique dernière journée de Serie A. Et voilà, en partant de Gattuso, en passant par Giampaolo Pioli, le restart, et jusqu'à ce mois de mai qui nous a vu revenir en Ligue des Champions, vous découvrirez du coup ce magnifique podcast qu'on est très heureux de vous présenter, écrit par nos rédacteurs, écrit par Théo, que vous entendez plus depuis un moment, qui est parti sur Calcio Mio, rejoindre la Web TV. Je vous invite d'ailleurs à les suivre parce qu'il s'occupe et il couvre tout champion, enfin, tout l'euro côté italien en plateau. Donc, vous pouvez trouver Théo en chair et en os là-bas. En tout cas, il a participé aussi à la rédaction de ce magnifique podcast. Vous entendrez ma voix là-dessus. Et puis, on espère que ce format qui commencera du coup dimanche vous plaira. En attendant, prenez soin de vous toujours. Forza Milan encore et merci à tous. Bonne soirée, au revoir. Ciao. Salut tout le monde.